avons un regard sans limite sur l'Afrique. Ceci est une façon idéale pour nous de rapprocher nos peuples, nos cultures, en effaçant les frontières, pour promouvoir les coopérations bilatérales, le tourisme et les affaires. En étendant nos ailes à travers le ciel africain, nous vous embarquons et vous acheminons en une journée sur notre réseau. La qualité des services, la fiabilité de notre programme de vol et notre professionnalisme sont des valeurs qui nous définissent. Nous, c'est Askai, de Pan African Airlines. Octobre, mois de la musique au Burkina Faso, sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Vivez la 7e édition des RIMA du 17 au 19 octobre à Ouagadougou et du 25 au 26 octobre à Bobo-Dioulasso. 25 pays invités, 22 activités programmées, des professionnels d'Afrique et du monde convergent tous au pays des hommes intègres. 3 jours d'expo, 10 showcases, des panels, des formations, des B2B, 2 concerts géants à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Ne manquez pas ce rendez-vous de l'industrie musicale africaine au Burkina Faso. Remerciements. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à nos panélistes, bonjour à tous les internautes du Forum culturel qui est aujourd'hui à sa 17e session. Cette 17e session, justement, va se pencher sur l'éducation artistique de la petite enfance. Quel enjeu pour quel impact? Et pour ce moment de discussion et de débat d'une heure de 90 minutes environ, nous avons 3 invités spéciaux, je vais dire 3 invités de qualité, ceux-là qui travaillent pour la jeunesse et pour l'enfance, pour l'éducation également. Abdul Salam Koussoubé, bonjour. Bonjour Jeanne. Alors, comment tu vas? Alhamdoulilah, ça va, on se comprend. Est-ce que tu peux te présenter aux internautes et à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui? Ok, moi je me nomme Koussoubé Abdul Salam. Je ne sais pas si je dois me présenter en tant qu'activiste culturel ou acteur culturel. En tout cas, nous exerçons dans le domaine de l'art depuis près d'une décennie maintenant. Nous faisons dans l'éducation culturelle et artistique, nous faisons dans l'activité culturelle et artistique. Merci. Uriel Cook, bonjour. Uriel, bonjour. Alors, aujourd'hui, Bonjour, tu vas bien? Voilà, ça va très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter à tous nos internautes qui nous suivent ce matin et qui ont certainement besoin d'avoir beaucoup d'informations sur l'éducation artistique de la petite enfance? Alors, je suis Uriel Cook, initiatrice de projet culturel Petite Enfance, médiatrice culturelle et curatrice. Et voilà, en quelque sorte, qui je suis. Et je travaille beaucoup avec la petite enfance, notamment en médiation culturelle et dans les projets qui sont liés à l'éducation artistique. Alors, notre dernier panéliste, c'est Désiré Godounou. Bonjour Désiré. Micro. Bonjour Jeanne.
Alors, on va commencer avec toi directement. Après que tu te présentes, tu vas nous parler un peu de ce que tu fais au quotidien en tant qu'éditeur. Tu es éditeur de livres de jeunesse. On dit souvent en Afrique que le livre, si on cache de l'or dans un livre, personne ne le trouvera parce que les Africains, ils n'aiment pas lire. Je m'appelle Tisne Godonou. Je suis actuellement en formation pour éditeur. Je fais un master métier de livre et de l'édition à Rennes 2. Donc, je m'intéresse vraiment à la diffusion des livres jeunesse en Afrique francophone. La question, c'était Alors, dis-nous comment tu réussis justement à être un éditeur et à faire vivre faire vivre ce moyen pour les jeunes, pour qu'ils puissent être des artistes, parce que tu es dans un monde où les jeunes, déjà, les moins jeunes n'aiment pas lire, les plus jeunes n'aiment pas lire non plus. Comment tu réussis justement à faire que les jeunes réussissent à lire et que la lecture soit un moyen d'expansion et soit un moyen de transmettre de la culture? Je pense que tout part de la passion. Pour être éditeur, il faut être passionné. Pour être éditeur, il faut être passionné par les livres. Il faut avoir été soi-même un lecteur. Il faut aimer travailler avec les auteurs, les illustrateurs, ceux-là même qui produisent des livres pour la jeunesse. Donc ça, c'est le premier point. Quand on a cette passion, il faut maintenant définir ce qu'on veut partager aux autres, ce qu'on veut produire en tant qu'éditeur, c'est-à-dire avoir une ligne éditoriale. Et alors là, on peut identifier les auteurs, on peut faire des appels à texte, des appels à illustrateurs pour trouver des auteurs qui correspondent à ce qu'on veut publier, à ce qu'on veut mettre sur le marché en tant que produit. On dit que les jeunes ne lisent pas. Je pense qu'on va y revenir plus tard dans la discussion. Mais je pense que c'est d'abord parce que est-ce que les parents ont l'opportunité de donner accès aux livres à la jeunesse. Je pense que c'est pour nous en tant qu'éditeurs. J'ai aussi été, autrefois, j'ai été bibliothécaire. Donc, pendant des années, j'ai travaillé en tant que bibliothécaire. Donc, je connais vraiment, je sais, j'ai cette passion-là pour la diffusion de livres. Pour moi, quand je publie, quand je travaille avec un auteur, le plus important, ce n'est pas vraiment qu'il ait un nom sur un livre pour dire qu'il a publié, mais c'est comment faire pour que le livre parvienne un jour dans la main d'un enfant, dans la main d'un jeune, et que ce livre-là soit écrit de manière que ce soit adapté aux enfants pour que, à travers ces lectures, à travers cette initiation, eh bien, ils puissent progressivement s'intéresser à la lecture et devenir autonomes. Alors, Uriel, toi, tu es initiatrice de l'atelier Petit. C'est un projet culturel à enfance. Comment toi, tu fais dans ton domaine des arts visuels? Comment toi, tu réussis à captiver justement l'attention de ces jeunes-là pour qu'ils s'intéressent à la culture? L'idée avec l'atelier des petits pour aider les enfants à s'intéresser, c'est de les introduire dans l'univers de l'artiste parce qu'en général, c'est beaucoup de visites de médiation et beaucoup d'ateliers. Donc, c'est déjà de les intégrer dans l'univers de l'artiste ou dans l'univers culturel. Et ensuite, de faire des ateliers qui correspondent à ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment et surtout qui laissent libre cours à leur imagination et à leur productivité, en quelque sorte. Alors justement, comment ça se passe au quotidien? Raconte-nous un peu, parle-nous un peu d'une journée type de travail avec ces jeunes-là. Alors, une journée type, par exemple, en galerie, ressemble à l'accueil des enfants, la présentation de l'espace, de l'artiste, du travail, la visite de, si jamais il y a eu résidence artistique, du studio de résidence
et décortiquer un peu tout le langage qu'il y a derrière les œuvres d'art, derrière le langage qui est employé en galerie et en domaine culturel, et de l'adapter un peu à la tranche d'âge qu'on a en face de nous. Et ensuite, surtout de s'amuser et de laisser un peu l'imagination des enfants se plonger à leur tour dans l'univers, et une visite un peu normale, comme on ferait avec un adulte, mais adaptée à un jeune public, en quelque sorte. Voilà. Alors, Abdoul, la plateforme culturelle des écoles universitaires du Burkina, dans laquelle tu travailles, dans laquelle au quotidien tu rencontres des jeunes, comment ça se passe comment ça se passe avec eux? Comment toi tu réussis à travailler avec eux et à leur inculquer ces valeurs culturelles? Ok. Merci bien. Déjà, il est important de préciser que la plateforme est une association à but non lucratif. Donc, il y a des volontaires qui l'animent au quotidien. Moi, je ne suis qu'un membre de cette organisation. Cette bonne organisation, il fallait depuis passer depuis maintenant près d'une dizaine d'années maintenant. Et donc, on met une définition d'éducation artistique et culturelle comme étant un ensemble d'actions qui vise à apporter des informations, de la formation, et aussi de créer justement un contact physique avec l'environnement des arts, de la culture et du tourisme. Donc, partant de cette définition, nous avons plusieurs domaines d'intervention qui vont justement des actions d'information, des actions de formation et des actions justement de mise en contact direct avec le public jeune et moins jeune, avec les différentes disciplines artistiques. Donc, il y a un certain nombre d'activités que nous menons, que nous initions nous-mêmes, que nous mettons en œuvre, mais il y a aussi le contact que nous facilitons entre le monde culturel et le monde de l'éducation. Donc, on joue un peu ce rôle d'intermédiaire-là, mais aussi d'acteur à travers les multiples initiatives que nous mettons en œuvre grâce à l'appui justement des partenaires que nous apportons dans ce pays. Alors, les qui ont accès à la plateforme? Qui peut bénéficier des actions que vous menez? Est-ce que c'est du bénévolat? Comment ça se passe exactement? Déjà, qui peut avoir accès? Nous disons que la plateforme est accessible à tous, sans discrimination, mais elle est surtout justement en fonction du domaine d'action que nous avons. Elle est beaucoup plus orientée vers les élèves et les étudiants. C'est d'abord notre cible principale, les élèves et les étudiants du Burkina Faso, et puis après, de façon large maintenant, les jeunes. Et donc, l'organisation, elle est effectivement bénévole. Nous avons des centaines de membres qui l'animent. Il y a une coordination, il y a des bureaux qui l'animent dans les différentes régions. Nous avons le siège qui est installé à Ouagadougou. Il y a une administration, une direction exécutive, et puis voilà. Donc, les activités que nous menons vont, comme je l'ai dit, des actions d'information qui peuvent être l'animation des médias sociaux que nous avons à travers nos plateformes, mais aussi justement à travers l'organisation d'activités qui vont des spectacles de contes, qui vont des projections cinématographiques, qui vont dans des visites guidées dans des musées. Et puis voilà, donc il y a aussi dans le volet de médiation culturelle, justement, nous facilitons l'accès des élèves et étudiants, l'accès des jeunes aux différentes plateformes culturelles qui existent, qui sont des festivals, qui sont des salles de ciné, des salles de spectacle. Voilà. Merci. Uriel, dis-nous un peu, est-ce que les artistes sont nombreux? Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de peintres et autres qui sont actifs dans ton domaine?
Oui. Beaucoup de peintres, bon, beaucoup d'artistes, ça dépend des espaces parce que moi, je travaille beaucoup plus en collaboration entre les espaces et les écoles. Donc, ça dépend de la programmation de l'espace, des artistes qu'ils mettent en avant. Mais il y a beaucoup d'artistes qui sont assez ouverts à montrer leur travail à des enfants, à les expliquer et à prendre du temps pour eux et montrer ce qu'ils font et produisent. C'était ça ta question, je pense. Oui, c'était ça, c'était ça. Justement, et les enfants, quels sont les résultats quels sont les résultats, on va dire cette année par exemple, quels sont les résultats que tu as pu avoir? Est-ce qu'il y a un enfant qui est sorti du lot? Est-ce qu'il y a un enfant qui a un peu montré son attachement, bien son intérêt pour ce qu'il voit? Il y en a beaucoup qui montrent leur intérêt dans ce qu'ils voient. Tout dépend de l'exposition, de l'artiste, du projet, parce qu'il y a différents projets sur lesquels je travaille, mais tout dépend vraiment de cela. Il y a un truc qui m'a marqué, il y a une exposition que l'on a gérée en projet, initiation de projet pour des écoles maternelles et primaires. Et il y a un enfant dont la maîtresse a dit qu'il n'était pas vraiment très actif et qui n'aimait pas interagir avec les autres, qui a été plutôt celui qui sortait du lot et qui posait plus de questions, qui s'intéressait et qui jouait plus le jeu parce qu'on met des programmes avec des jeux interactifs, des questions et plein de trucs pour titiller la curiosité des enfants. Et comme par hasard, le prof, l'instituteur qui avait cette classe-là, est venu après en retour pour nous dire qu'elle était satisfaite. En général, ses élèves n'étaient pas très ouverts à ce genre de projet et que particulièrement cet enfant avait l'air plus ouvert et plus convivial avec les autres après leur visite de l'espace. Désiré, au sujet des bibliothèques, est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'il y a assez de bibliothèques on va dire, est-ce qu'il y a assez de bibliothèques qui proposent justement ces livres-là pour la jeunesse? Alors, je dirais qu'il n'y a pas assez de bibliothèques. Dans nos pays, en général, l'État ne construit pas assez de bibliothèques. Donc, il y a des zones qui sont où il n'y a quasiment pas de bibliothèque. Il n'y a pas de bibliothèque de l'utilité publique, il n'y a pas de bibliothèque scolaire, donc les enfants n'ont pas accès aux livres. Mais il y a d'autres villes, il y a des régions où il y a des livres, il y a des bibliothèques, des grandes bibliothèques. Par exemple, au Bénin, il y a le CAEB, qui a des bibliothèques, il y a Bénin Excellence, qui a des bibliothèques. Ce sont des initiatives privées, en fait. Mais ce sont des bibliothèques qui sont très bien équipées et quand les enfants vont dans cette bibliothèque, il y a vraiment de quoi lire. Il y a une bonne place qui est faite à la aux jeunesse. Je peux quand même dire que parfois, mais souvent, ce sont souvent des livres qui sont importés. Donc, au plan local, la production de livres pour les enfants est plutôt faible. Donc, les enfants vont lire surtout des histoires qui viennent d'ailleurs. Même si il y a aussi sur place des éditeurs qui font l'effort, ils sont très à encourager. Il y a des éditeurs de livres jeunesse sur le continent qui font un grand effort pour mettre à disposition des enfants des histoires africaines. Est-ce que justement ce manque de bibliothèques dans nos pays n'est pas la conséquence du manque de culture de nos jeunes? Le manque de culture de qui? Le manque de culture de nos jeunes. Non, je pense que c'est plutôt l'inverse. S'il y avait des bibliothèques, les gens liraient. Moi, j'ai été... Justement, je dis, est-ce que ce manque de bibliothèques n'est pas la conséquence? Oui, effectivement. Parce que moi, pendant 8 années, j'ai été bibliothécaire et je peux vous dire que quand il y a des livres, les gens lisent. Quand il y a des bibliothèques et des bibliothécaires passionnés, engagés, les gens lisent.
aller dans les bibliothèques du CAEB au Bénin ou du Bénin Excellence, c'est vraiment une foule immense de personnes assoiffées de lecture. Donc, quand il y a à lire, les gens se cultivent, les gens s'instruisent, et c'est un signe. Je pense que si les gens, que ce soit l'État ou bien des privés, voulaient s'engager, c'est là un signe, quoi. C'est-à-dire que les gens que ce soit les jeunes, les enfants, les adultes, ils sont prêts à lire tant qu'il y a à lire. Donc, on ne peut pas accuser les gens de ne pas aimer la lecture alors qu'on ne leur a pas mis cette lecture-là dans les mains. C'est comme si on disait que je n'aime pas la pizza alors qu'on ne m'a jamais montré la pizza. Voilà. Alors, Abdul, toi qui es justement au contact des jeunes constamment, qui vont dans les musées, est-ce qu'il y a un engouement? Est-ce qu'il y a beaucoup d'intérêt sur les activités de ta plateforme? Comment ça se passe avec les jeunes? Tu nous as parlé des musées, des visites et de comment vous travaillez, mais est-ce que les jeunes adhèrent? Je dirais qu'il y a beaucoup d'engouement. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, de plus en plus de jeunes Africains s'intéressent vraiment à leur patrimoine. Je crois que dans le défi c'est de pouvoir justement transmettre ce patrimoine-là aux jeunes-là en tenant compte de leur réalité, en tenant compte de leur époque, en tenant compte effectivement de leur contexte. Je crois que dans le plus gros défi, c'est cela. Et sinon, en tout cas, il y a vraiment beaucoup d'engouement autour de ces initiatives artistiques et culturelles. Alors justement, comment comptez-vous accompagner, au-delà de ce que la plateforme fait, comment comptez-vous accompagner même nos États à trouver des moyens, à trouver des voies pour accompagner ces jeunes-là? Je crois que l'ensemble des actions que nous faisons déjà, c'est un peu dans ce sens. Hein. Je crois que nos actions, justement, vont en droite ligne avec, comment on dit ça, les politiques nationales de nos États qui visent justement, en tout cas, à faciliter l'éducation culturelle et artistique. Je crois que la plupart de nos États et pays ont ça en projet ou ont ça quelque part inscrit au niveau de la loi. Et c'est très souvent l'application qui peine à se faire. Je sais que, par exemple, pour le contexte de Burkina Faso, il y a une stratégie qui s'appelle la stratégie de valorisation des arts et de la culture dans le système éducatif et qui a été, je crois, adoptée depuis près d'une décennie maintenant, mais dont l'application, en tout cas, tape à se faire parce que ça demande beaucoup de ressources que nos États, effectivement, n'arrivent pas à mobiliser facilement. Et donc, je crois que depuis l'année dernière, on mène un plaidoyer auprès des autorités législatives et coutumières et religieuses, justement, quant à l'accélération et à la mise en place de cette stratégie-là. Nos États font beaucoup d'efforts et nous sommes aussi là, justement, pour accompagner ces actions. Uriel, qu'est-ce qui vous a motivé à mettre sur pied l'atelier des petits? Travaillant dans les espaces culturels, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'espace dédié aux enfants. Les parents qui venaient en exposition avec leurs enfants, ils traînaient dans les salles, ils couraient. Il n'y a pas aussi cette culture d'initiation de la culture, de l'art visuel, notamment pour moi, chez les enfants. Il n'y avait pas beaucoup d'activités en dehors des summer camps, d'ateliers où on fait juste de la peinture sans rentrer dans le fond, développer les techniques et autres. Et j'étais assez frustrée. Je sors de l'école des beaux-arts et normalement, je suis formée à être professeure d'art plastique. Et je me suis dit qu'au lieu d'aller dans une école et d'enseigner, j'allais joindre les deux bouts et créer un programme spécialement pour les enfants qui les immergeait dans le domaine de l'art, de la culture et qui les donnait un peu plus d'outils pour qu'ils puissent s'en sortir parce qu'il y a un déficit d'animateurs culturels, on va dire,
en Afrique parce qu'on n'a pas eu l'opportunité de pouvoir avoir accès à ces domaines un peu plus tôt. Et moi, c'était ma façon à moi de contrer la balance, de l'équilibrer un peu plus, on va dire. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec le travail que vous menez, avec les contacts que vous pensez que vous avez réussi ou bien qu'il y a encore beaucoup de choses à faire? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la jeunesse soit plus intéressée aux arts visuels notamment et qu'ils puissent être des artistes? Pourquoi pas? Alors, non, j'ai pas totalement réussi. Il faudrait beaucoup de travail pour ça. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? L'ouverture des écoles, il y a peu d'écoles, surtout au système normal, qui sont ouverts à ce genre de programme, d'initiative. Elles sont très fermées et en général, quand on arrive avec un projet, même s'il est totalement gratuit, ce qui est le cas pour la plupart, les directeurs des études, les professeurs sont très réticents à laisser leurs enfants ou leurs élèves venir dans des espaces. Donc ça, c'est le premier problème qu'on a. C'est qu'on ne pense pas qu'il y ait de l'importance à accorder à ces activités. Le deuxième problème, je dirais, c'est que les espaces sont très réticents d'accueillir la petite enfance, des tout petits dans leurs espaces parce qu'il y a des œuvres, c'est fragile, il y a des installations qu'il ne faut pas toucher, il y a tout un protocole et ils sont méfiants en général en se disant « Oula, tes enfants, c'est pas l'idéal pour eux en général. » Donc, l'idée serait que les espaces soient plus ouverts et que les écoles élargissent leurs programmes en dehors de art plastique, comme on entend, peinture, dessin, collage, donc qu'il y ait vraiment des initiatives culturelles qui emmènent les enfants hors des classes, hors des écoles et qui voient ce qui se passe ailleurs, dans les musées, dans les festivals, dans les centres culturels, etc. Désiré, est-ce que depuis que tu es éditeur, est-ce que tu as déjà eu à travailler avec un jeune écrivain? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et justement, quelle a été l'expérience? Comment ça s'est passé? Comment tu as pu... comment ça s'est passé? Raconte-moi un peu. Alors, un jeune auteur, voilà. C'est dans le cadre de ma formation en master. Donc, actuellement, je travaille avec des auteurs pour éditer un livre. Donc, d'abord, c'est des gens à qui j'ai demandé d'écrire, j'ai envoyé une note d'intention. Donc, pour qu'ils m'écrivent un texte. Alors, en tant que jeune, la question, je ne sais pas si tu as pas compris la question. C'est la question. La question, c'est est-ce que tu as déjà travaillé avec un jeune écrivain? Comment ça s'est passé? Comment l'expérience s'est passée? Maintenant, tu peux développer, peut-être en nous racontant les autres expériences, comment ça a été un appel à candidature, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a donné lieu à cette collaboration avec un jeune auteur? D'accord, ok. Donc, comme je le disais, dans le cadre de ma formation, je devais éditer un ouvrage et donc j'ai fait un appel à test et parmi les candidatures, il y avait un jeune. Donc, j'ai écrit, j'ai dit ce que je voulais comme travail et la personne s'y est mise avec plus ou moins de difficultés parce que c'était sa première expérience en tant que dans le domaine de livre jeunesse. Donc, c'était un auteur qui n'avait pas encore écrit un livre jeunesse, mais en tant qu'éditeur, j'ai dû l'accompagner pour que son style soit adapté à mon public et que le message passe plus facilement. Le défi a été la gestion du temps, parce que moi, j'avais un délai à respecter, et puis, au bout du compte, sans
sans une pression massive, je ne serais pas arrivé. Mais au final, ça se passe très bien. Et c'est un plaisir pour moi de l'éditer. Voilà. Et aujourd'hui, quelle est ta vision, justement? Est-ce que tu penses que la jeunesse peut avoir... Il y a de bons crus. Est-ce qu'on peut compter sur la jeunesse pour ce domaine-là, ce monde de l'édition, de l'écriture? Est-ce qu'on peut compter sur la jeunesse? Oui, je dirais oui. Bon, d'abord, il faut dire que partout dans le monde, la littérature jeunesse est vécue comme n'est pas valorisée souvent. Les livres jeunesse, comme c'est pour les enfants, les gens pensent que c'est enfantin, donc ce n'est pas sérieux. Ainsi, les auteurs, ceux qui veulent écrire, préfèrent écrire des livres pour les adultes. Alors que je pense que il y a un vrai potentiel, il y a un marché aujourd'hui pour les livres jeunesse. Il y a de plus en plus de parents africains qui veulent donner des livres à leurs enfants. Donc, c'est des personnes qui ont lu quand elles étaient enfants et qui veulent à leur tour transmettre la passion de la lecture. Donc, je pense qu'il y a un marché, il y a un potentiel énorme qui n'est pas encore perçu par les auteurs et notamment les plus jeunes. Donc, j'aimerais les encourager et leur dire que l'époque est favorable. C'est vrai que on dit que les jeunes ne lisent pas, mais ça c'est faux. Mais actuellement, si vous voulez vous engager, si vous avez la passion, si vous voulez transmettre des messages aux plus jeunes, il y a des éditeurs qui sont là pour vous accompagner. Et c'est important, je pense qu'il est important qu'on ait de plus en plus d'auteurs jeunesse dans nos pays qui écrivent des messages, qui écrivent des histoires qui fassent rêver nos jeunes lecteurs. Alors, Abdoul, est-ce que comme Uriel, tu rencontres des difficultés dans ton domaine avec les jeunes, les parents, justement, qui sont un peu réticents à faire adhérer leurs enfants dans le secteur culturel, qui préfèrent d'abord les études en se disant que la culture ne nourrit pas son homme? Je veux dire non, parce que, comme nous le disons dans notre milieu, nous ne menons pas ces actions justement dans le but ou dans l'objectif de transformer tous les élèves et étudiants en artistes ou en acteurs culturels. Non, ce n'est pas le but. C'est de simplement participer à leur construction sociale et à la construction de leur personnalité. Donc, c'est pas vraiment des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Au contraire, bien au contraire, et je crois comme Uriel l'a dit, l'ensemble des initiatives que nous menons doit contribuer d'une manière ou d'une autre, en tout cas, à l'éveil et à l'épanouissement de l'enfant, des élèves et des étudiants. Et ça facilite justement aussi leur leadership, plus de paroles en public. Voilà, je crois que c'est beaucoup plus des atouts que vraiment des difficultés en tant que telles. Après, il faudrait aussi justement pouvoir tenir ces activités-là dans des heures raisonnables pour justement ne pas amener l'enfant à être très tard dehors ou à être dans des endroits qui ne sont pas propices. Et lorsque ces cas-là doivent effectivement arriver, il y a une discussion, il y a une médiation qui est menée auprès de la famille et auprès des parents des élèves. Donc, il n'y a pas de difficulté à ce niveau. Mais Jean, si tu me permets, je voudrais revenir sur une question que tu avais posée à Uriel par rapport justement aux enfants qui sont pour l'eau. Et à ce niveau-là, j'aimerais bien partager mon expérience parce que... Les enfants qui sont? Qui sortent du lot, c'est un peu ça la question? C'était la question? C'est ça la question, oui, oui. Voilà. C'était ça. Donc, j'aimerais partager mon expérience effectivement à ce niveau-là et pour dire que oui, il y a beaucoup qui sortent du lot. Donc, je suis moi-même un fruit de cette éducation culturelle et artistique-là, qui est très présente, qui est très dynamique de Burkina Faso. Je crois que c'est ce qui peut traduire d'une certaine façon
le dynamisme du secteur culturel au Burkina Faso. Il y a beaucoup de festivals, il y a beaucoup de spectacles, il y a beaucoup d'initiatives, en tout cas en faveur des jeunes, en faveur des élèves et des étudiants. Et donc, moi-même étant au lycée, j'ai bénéficié de cela. Et c'est cette fibre-là qui m'a maintenu dans le secteur. Et jusqu'à aujourd'hui, j'y suis et j'entreprends. Et je crois quand même que je sais m'en sortir du secteur. Donc, c'est aussi pour dire que c'est. Voilà, donc les actions que nous menons sont non seulement, comme je l'ai dit tantôt, pour participer à la formation individuelle, mais aussi à la construction de la personnalité des enfants, des élèves et des étudiants. Mais c'est aussi justement aussi, voilà, donc, les effluves aussi une certaine porte aussi en matière d'entrepreneuriat culturel et aussi en tout cas de possibilités de connexion avec les différents milieux dans lesquels nous serons. Aujourd'hui, au Burkina Faso, on a beaucoup d'artistes qui sont souvent de l'armée, qui sont des banquiers, qui sont médecins et beaucoup d'autres. C'est de dire que quelque part, c'est donc la fibre artistique et culturelle, en tout cas, et le contact culturel qu'ils ont eu là, je crois que c'est ce qui les a contaminés et c'est ce virus qui les a piqués, de sorte que même quand ils sont dans d'autres domaines, ils essaient toujours en tout cas de pouvoir faire un lien avec cette culture. Je pense que c'est assez important à préciser. Et par rapport aussi justement à la question qui était justement aussi adressée à Idéal, à savoir comment est-ce que des jeunes arrivent à être potentiellement des artistes dans le domaine des arts visuels. J'aimerais partager l'expérience de deux initiatives que nous avons passées ici. Le premier, c'est le WEPRE, qui est un événement des arts plastiques, c'est un marché des arts plastiques qui a aussi un grand volet d'éducation artistique également, et qui ont un volet, et même un espace enfant dédié dans le cadre du marché. Je crois que l'année dernière également, ils ont mis même en place des ateliers qui ont permis justement à des jeunes, à des élèves et étudiants qui étaient intéressés en tout cas à s'intéresser à des métiers comme agent d'artiste, galeriste, curateur et autres. Donc, je crois que c'est une expérience effectivement qui est intéressante pour à partager. Je crois que voilà, donc, on peut effectivement s'intéresser aussi à cela. Il y a également toujours dans le domaine des arts visuels aussi, des arts plastiques, une plasticienne qui s'appelle Adjaou Drago, qui mène également aussi une initiative qui s'appelle Ma ville en peinture, qui justement consiste justement à permettre à tout public, jeunes et moins jeunes, et même les personnes adultes et âgées, de passer et faire des tableaux. Voilà, donc les tableaux sont dressés dans plusieurs endroits de la ville où cela est accessible à tout le monde. Et chacun peut passer, s'exprimer, faire voilà, un coup de pinceau et autres. Je crois que tout ça, effectivement, sont en tout cas à faciliter et à pousser justement les jeunes à s'intéresser davantage à l'art en s'exprimant, mais aussi en voyant cela comme une certaine opportunité d'emploi. Donc, je tenais à vous donner tout ça. Et donc, voilà, je te repasse la main. Alors justement, on va revenir tout à l'heure sur ces métiers-là, sur le quotidien, comment ils vivent ça, comment ils réussissent justement à se faire de l'argent tout en vivant leur passion. Avant de revenir vers toi, on va d'abord aller repartir à la lecture chez Désiré. Alors, dis-nous comment la lecture pour toi peut, la lecture pour les enfants, hein, donc soit initier les enfants à la lecture ou faire de la lecture aux enfants peut ouvrir leurs esprits. Okay. Alors, d'abord, notre thème porte sur la petite enfance déjà. Donc, en Afrique, on n'a pas cette habitude de lire aux enfants, de lire aux enfants dès le bas âge, alors que c'est très important. J'aimerais citer une étude norvégienne qui dit que les enfants auxquels on lit fréquemment avant l'âge de 2 ans développeraient un vocabulaire presque 2 fois plus élaboré qu'un enfant à qui on commence à faire la lecture après l'âge de 2 ans. Donc, c'est important, dès le berceau,
avant, même si l'enfant ne comprend pas, c'est déjà important de le nourrir d'histoire. Alors, la lecture peut apporter beaucoup, peut être vraiment un facteur pour la croissance émotionnelle et intellectuelle de l'enfant. Donc, elle permet de développer déjà le vocabulaire. Donc, un enfant à qui on lit dès l'enfance, dès ses premiers mois, dès ses premiers jours, quand au moment de commencer par parler, aura un vocabulaire plus élaboré. La lecture permet aussi de rêver. Ça, c'est normal, surtout les livres jeunesse. Les albums pour les enfants sont souvent illustrés. Il y a beaucoup d'images et puis de textes. Ces livres nourrissent l'imagination de l'enfant. Donc, au lieu d'être cloîtré, de rester dans un petit monde, il rêve, il voyage, et c'est très important pour son bien-être. La lecture permet aussi d'exercer la mémoire. C'est clair, quand on lit l'histoire, on s'en souvient, au moins les personnages, on se souvient de ce qui s'est passé, et donc c'est très important pour les enfants d'avoir accès à la lecture très tôt. Donc, quand on veut que son enfant ait de la créativité, ait une bonne mémoire et soit une personne créative, une personne rêveuse, c'est très important de lui donner accès à la lecture, soit en lui lisant quand il ne sait pas encore lire, et dès qu'il commence par savoir lire, lui mettre les livres qui sont appropriés. La lecture permet aussi de transmettre des valeurs. Donc, chaque parent a des valeurs qui lui sont importantes et qu'il aimerait transmettre à ses enfants. À travers la lecture, à travers les histoires, généralement, les livres pour enfants, à la fin, il y a une morale. Et donc, en lisant à l'enfant, en lui lisant ou bien en le laissant lire, il acquiert au fil du temps ces valeurs-là. Et comme on est en Afrique et que je tiens vraiment à ce que l'édition jeunesse en Afrique prospère, nous avons aussi des valeurs africaines. On a des valeurs qui sont intrinsèques à l'Afrique que, sans vouloir critiquer les autres continents ne mettent pas en avant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire des livres étrangers, pas du tout. La lecture doit être, je pense que la littérature doit être universelle, mais nous aussi, nous devons produire des livres dans lesquels nous mettons en avant certaines valeurs que, grâce à la lecture, nos jeunes enfants, nos petits-enfants, nos enfants, acquièrent ces valeurs-là. Alors justement, en parlant de l'africanité, on va dire, de nos valeurs culturelles, de nos valeurs africaines, est-ce qu'il y a des livres édités en nos langues? Il y a très peu de livres, il y a très peu de livres jeunesse, mais aussi il y a très peu de livres édités en nos langues. Soit ce sont des livres qui sont d'abord produits en français, puis traduits. J'ai des titres en tête, mais bon, pour aller directement sur le sujet, aujourd'hui, ce n'est pas économiquement rentable pour les éditeurs de publier, d'éditer en langue africaine. Pourquoi? Parce que déjà, même les parents ne savent pas lire leur propre langue. Moi, par exemple, il me serait très difficile de lire dans certaines langues africaines. Donc, déjà que le marché du livre est réduit, c'est-à-dire que les gens n'achètent déjà pas les livres en français, alors qu'il y a un grand monde, grâce à l'école, grâce à l'éducation, beaucoup de personnes peuvent lire en français, alors que les langues au plan local, souvent c'est peut-être 100 000 personnes, mais 1 million de personnes qui parlent, et personne ne peut vraiment lire ça. Donc, il y a des efforts qui sont faits dans ce sens. Je pense qu'il y a des éditeurs, il y a notamment une éditrice béninoise, Carmen Toudon, qui a traduit l'un de ses livres en Gon, je crois.
Donc, il y a des livres qui sont édités et dans nos langues africaines, mais je ne pense pas qu'actuellement ce soit une ligne, un fonds de commerce. Je ne pense pas qu'actuellement un éditeur qui décide de publier dans une langue africaine, je ne pense pas qu'il soit rentable. Je peux me tromper, mais ce n'est pas sûr. Alors, justement, il y a une question de Maxime Sodon dans le chat. Je pense qu'elle est à destination d'Uriel. Uriel, est-ce que vous avez des mécanismes de suivi après vos activités d'éducation artistique envers les enfants? Je pense que c'est à Uriel et à Abdul que la question s'adresse. Uriel, tu vas commencer si tu peux avoir une... Des mécanismes, ça dépend, comme je disais, il y a plusieurs projets sur lesquels on travaille. Quand ils sont en collaboration avec ou initiés par des galeries, on demande aux professeurs de nous faire des retours sur ce qu'ils en ont pensé, de nous faire un retour des enfants, de ce que les enfants, eux aussi, en ont pensé, des choses à améliorer. Et quand il s'agit des projets qui sont initiés par nous, donc l'atelier des petits, on a aussi un suivi qu'on fait, mais il est direct avec les enfants. Donc, à chaque séance, on prend la peine d'en améliorer et voilà un peu comment on fonctionne pour les mécanismes de suivi. Soit un retour direct des professeurs et des écoles, soit un échange direct avec les participants. Abdul, je pense que la question aussi te concerne. Oui, exactement. Moi, je suis en phase avec Uriel. Il faut dire que c'est vrai, on manque vraiment d'outils, on manque d'outils de suivi. En tout cas, en lien avec les activités que nous menons. Mais ce qu'on peut constater justement, c'est de pouvoir effectivement observer et remarquer, avoir des retours individuels et aussi avoir des manifestations directes de personnes qui souhaitent en savoir davantage et à travers, en tout cas, lesquelles on peut justement mettre en place des mécanismes beaucoup plus poussés d'accompagnement. Donc, la plateforme a la chance d'être en consortium avec d'autres structures qui sont aussi dans la formation. Et donc, lorsqu'il y a effectivement, à la suite d'un atelier avec des enfants, avec des élèves étudiants, et qu'il y a en tout cas quelques-uns qui sont intéressés et qui veulent en apprendre davantage, nous les mettons tous en contact avec ces structures-là et qui justement sont dans la formation. Mais nous essayons aussi de les orienter aussi vers des écoles professionnelles, que ce soit en musique, que ce soit dans le domaine du cinéma, que ce soit en art plastique. On essaie justement de les orienter vers là, pour que justement ils puissent se former davantage. Mais effectivement, de façon générale, je pense qu'il n'y a pas en tant que tel un suivi holistique en tant que tel. Justement, tout à l'heure, tu parlais de ces jeunes-là qui réussissent à devenir des artistes, c'est-à-dire qui se créent un peu comme toi, qui grandissent dans la culture et qui deviennent des artistes plus tard. Comment, de l'enfance, comment ça se passe? De la petite enfance à l'adolescence, comment ça se passe? Comment vous réussissez à canaliser ces jeunes-là? De l'enfant, de la petite enfance à l'adolescence et à l'âge adulte. Ok. Bon, je crois que je vais prendre mon exemple, hein, qui n'est pas réellement extraordinaire. Voilà. Je peux aussi servir d'exemple. Et donc, à l'école, on recevait beaucoup de spectacles. On recevait beaucoup de spectacles à l'école. Et je crois que suite à ces spectacles-là, il y a eu un programme qui a consisté à sélectionner des établissements et qu'on devait former en théâtre. Un théâtre qui devrait ensuite faire des théâtres de sensibilisation dans les écoles. Donc en fait, on devrait faire donc une tournée de sensibilisation, une tournée de spectacle fait par les jeunes pour les jeunes. Et donc c'est comme ça que nous avons été dans ce programme-là. Et puis après, même après le bac, voilà, on s'est toujours intéressé. Après, j'ai demandé à faire des stages. Et voilà, donc j'ai fait des stages. Après, je me suis formé.
Et aujourd'hui, je suis consultant, je me définis un peu comme producteur audiovisuel, chargé de projet. Donc, chacun a un parcours assez différent. Mais pour ceux qui veulent justement continuer la pratique artistique, il y a aussi justement des écoles, comme je l'ai dit tantôt, des écoles vers lesquelles on les oriente. Ceux qui veulent aussi justement beaucoup plus s'intéresser à l'administration culturelle aussi justement, ont aussi un chemin voilà, qui est aussi comme ce que j'ai fait, qui est de demander des stages auprès des structures qui existent, des récréatrales qui sont donc également et après c'était aussi au sein du collectif de mission créative. Donc j'ai poursuivi comme ça les stages et voilà, après je me suis aussi formé dans des universités, dans des programmes. Voilà. Mais je crois que c'est un parcours qui peut être différent d'une personne à une autre, mais de façon globale, c'est cela. Et je crois que non, c'est pourquoi aussi justement l'ensemble des actions que nous mettons en place, en tout cas pour la petite aussi, c'est très important et très utile. Parce que justement, nous sommes le premier contact, nous sommes, comment on va dire ça, donc, la première fenêtre d'opportunité par les enfants, par les élèves étudiants, pour justement pouvoir faire un parcours, pouvoir faire tout à leur entrée dans l'environnement culturel, artistique et touristique. On reproche beaucoup aujourd'hui à nos gouvernants justement d'être plus intéressés à passer leurs vacances à l'extérieur que au Burkina. Je pense que c'est parce que justement, ils ont manqué quelque part cette éducation culturelle et artistique là. Donc, il y a beaucoup de sites au Burkina Faso que j'ai visités, mais tellement il y a l'amour, tellement il y a l'envie, l'habitude, j'ai encore envie de visiter encore beaucoup d'autres sites plutôt que d'aller chercher à avoir ailleurs. Donc, je crois que les actions que nous menons aussi, l'objectif, c'est aussi ça. Et comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas seulement pour pousser tous les élèves étudiants à être artistes, ce n'est pas ça l'objectif principal, mais c'est surtout en tout cas pouvoir inculquer à ces enfants-là, ou justement à inculquer ces informations et des tâches culturelles et artistiques dès l'enfance, pour que l'enfant et l'adulte, l'homme de demain, qu'importe là où il soit, en tout cas, il a encore un attachement à son patrimoine culturel, il a encore un attachement à ses valeurs historiques. Et c'est ce qui justement le pousse à être un citoyen exemplaire, à un citoyen patriotique, à être sur le développement de son pays, de sa nation, de son continent. Justement, Uriel, pour toi, pourquoi il est important d'assurer l'éducation artistique des enfants pour leur développement? Déjà, pour créer un lien social, améliorer le lien social entre les enfants, pour le développement cognitif, comme l'a notifié notre éditeur, j'ai oublié son nom, toutes mes excuses, c'est Désiré. Désiré, merci. Désiré, comme il a notifié tout à l'heure, avec l'étude qui a été menée des enfants auxquels on lit plutôt des livres, qui apprennent, qui parlent plus vite, qui ont un développement cognitif un peu plus rapide que les autres. L'éducation artistique chez la petite enfance joue le même rôle, quel que soit le domaine. Ça permet vraiment aux enfants de développer la cognitivité, donc que ce soit la motricité, que ce soit la façon de discuter, de se tenir en société, parce que, par exemple, quand on a une visite d'un espace culturel, il y a des règles à suivre. Et donc, ça permet aussi à l'enfant de s'intégrer dans la société qui est autre que celle de ses parents, la réalité qu'il a à la maison. Ce n'est pas les mêmes règles, il faut qu'il s'adapte. Ça développe aussi à l'enfant ce côté de créativité et d'imagination en l'évadant dans des mondes qui sont différents de celui qu'il a l'habitude de côtoyer au quotidien. Et ensuite, l'éducation artistique chez la petite enfance est un avantage pour la façon dont on se tient, tout simplement, et comment on peut essayer de gérer certains problèmes, le stress, le manque de concentration et tous ces petits trucs qu'on vit au quotidien. Alors,
Est-ce que tout à l'heure on parlait justement des langues de la culture africaine propre. Est-ce que ces artistes, ces peintres et autres experts de l'art visuel qui travaillent avec toi proposent justement des contenus adaptés à nos cultures, à ces jeunes enfants, c'est tout petit? Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui le font. L'une des expos dans laquelle je l'ai vue, c'est Tukituba de Babito Zako. Donc déjà, le titre de l'expo est en Wolof, donc il permettait déjà de créer ce contact avec la langue qui est parlée dans le pays. Et ensuite, lui, dans sa thématique, il relatait des voyages qu'il a fait au cœur du Sénégal. Donc, ce qui permettait un peu d'ajouter des langages, la façon dont on pouvait parler ou des choses qui sont typiques au Sénégal, mais des artistes qui développent beaucoup des thématiques qui sont en rapport avec la culture. Il y en a, hein, mais c'est difficile d'en trouver. Donc, voilà. C'est pas le plus évident à voir. On fait avec. Est-ce que toi-même, ça t'intéresse? Est-ce que pour toi, c'est intéressant? Oui, je pense que c'est important. De là même d'être intéressant, c'est important parce qu'aujourd'hui, on fait face à tout ce qui est culture est beaucoup occidentalisé. Donc, ça vient d'ailleurs. La plupart des sujets qui sont traités sont très occidentaux. Comment les expos sont montés sont aussi faits sur des critères occidentaux, pas africains. Par exemple, on va retrouver un titre d'exposition en français et entre parenthèses, on va mettre la langue dans laquelle ce titre est dérivé alors que ça devrait être l'inverse. Et je crois que c'est l'art de être un moyen aussi pour se reconnecter à sa culture, pour comprendre aussi ce qui s'y passe et développer tout ce qui tourne autour. Ça peut être intéressant. Désirer l'accès à la littérature jeunesse. Tout à l'heure, tu parlais déjà de la difficulté d'avoir des livres jeunesse, la difficulté aussi d'avoir accès aux bibliothèques. Quels sont les défis de ces aspects-là? Alors, les défis. Pour revenir encore à notre sujet du jour, on parle d'éducation. Et les premières personnes qui s'occupent de l'éducation, c'est la famille, donc les parents. Je pense que pour l'accès aux livres jeunesse, il faut déjà qu'on éduque les parents. Il faut éduquer les parents à donner accès aux livres à leurs enfants. C'est très important. C'est très important de dire aux parents qu'un enfant qui lit sera différent d'un enfant qui ne lit pas. Surtout aujourd'hui avec l'IA, avec Internet et tout. Si le fait de donner des livres aux enfants va faire la différence, va faire que l'enfant va développer tous ces atouts dont j'ai parlé un peu plus tôt. Alors, donc, le défi, c'est donc de sensibiliser d'abord les parents à l'importance de la lecture pour leurs enfants. Donc, il faut que les parents, désormais, dès qu'ils ont un enfant, il faut qu'ils le lisent dès le berceau. Il faut qu'aux anniversaires, il faut qu'aux événements spécifiques, il faut qu'ils prennent l'habitude d'offrir des livres en cadeau, de lire avec leurs enfants et que la lecture soit incluse dans les activités de la famille. L'autre défi, l'un des défis aussi à relever pour l'accès aux livres jeunesse, je pense que c'est aussi la formation des acteurs, qui sont les éditeurs et les auteurs. Il y a essentiellement dans le pays des éditeurs qui font des livres de la littérature générale. Donc, peu d'auteurs, peu d'éditeurs sont spécialisés en jeunesse. Donc, ça fait que, alors que c'est deux domaines différents, donc il faut que les éditeurs se forment, ils peuvent suivre des formations en ligne, ils peuvent s'auto-former pour adapter leur offre éditoriale à la jeunesse. Il faut aussi former les auteurs. Quand on écrit pour la jeunesse,
c'est pas facile. Peut-être que c'est même plus compliqué d'écrire pour les enfants que pour les adultes. Parce qu'on est adulte, on parle, et ça se passe. Mais pour retrouver son enfant intérieur, afin d'écrire aux enfants, c'est un exercice difficile. Et il faut donc que les personnes qui veulent, les auteurs, les écrivains qui veulent s'engager dans la littérature jeunesse, prennent le temps de se former pour adapter leur message au public. Je parlais aussi, l'un des défis aussi pour les livres jeunesse, c'est l'accessibilité. Je l'ai déjà dit, il y a peu de bibliothèques et elles sont mal équipées. Il y a aussi peu de librairies. Donc ça, c'est un problème global qui concerne en général la lecture. Le défi à relever, c'est de voir dans quelle mesure nos États peuvent prendre à cœur le problème de la lecture publique. Selon l'UNESCO, la lecture publique est un droit. Et dans toutes nos constitutions, on parle de l'éducation qui est un droit universel, qui est un droit pour les citoyens. Or, il ne peut pas y avoir d'éducation sans livre. Donc, je pense que nos États, s'ils veulent former des citoyens particulièrement aguerris pour affronter le monde qui vient, il faut qu'ils sachent que c'est très important de mettre en place des politiques qui favorisent les acteurs de livre jeunesse, parce que tout commence dès le bas âge. Donc, le défi aussi, pour aller rapidement, c'est aussi celui du prix. Les livres jeunesse, puisqu'ils sont illustrés, coûtent plus cher. Donc, une manière de réduire les prix serait par exemple de favoriser, d'octroyer des facilités aux imprimeurs locaux pour qu'ils produisent des livres à bas coût pour nos populations. Je pense que c'est... Oui. Justement, il y a une question dans le chat pour toi qui parle justement de ces livres édités. Combien de livres éducatifs, c'est une question de Suga Manu, combien de livres éducatifs sont édités pour nos enfants dans l'année? En tant qu'éditeur, quelles sont les démarches mises en place pour permettre de mettre en avant l'éducation artistique? Donc, je crois que tu étais en train de parler de ça, donc tu peux juste compléter. Oui, c'est une bonne question. Combien de livres édités? Et j'aimerais aussi qu'on me donne la réponse parce que actuellement, je travaille dans le cadre de mon mémoire et il faut dire que globalement, j'ai un document ici, je peux plus tard parler. Les données ne sont pas souvent à jour. Pour vous dire, par exemple, au Bénin, par exemple, officiellement, chaque année, on produit en moyenne 150 livres. 150 ouvrages sont édités au Bénin chaque année. Et c'est essentiellement de la littérature générale. Donc, peu de livres jeunesse. Quel était le second point de la question? En tant qu'éditeur, quelles sont les démarches mises en place pour permettre de mettre en avant l'éducation artistique? Donc, comment est-ce qu'un auteur, un éditeur promeut ses livres? Donc, c'est ça la question. Oui, quelles sont les démarches? Donc, qu'est-ce qu'il met en place pour l'éducation artistique, pour valoriser l'éducation artistique? Quelles sont les démarches qu'il met en place pour valoriser l'éducation artistique pour la jeunesse? Un éditeur, c'est aussi un commerçant. C'est un entrepreneur. Il produit des livres et il a intérêt à les vendre. Donc, ça commence par la conception. Donc, il faut produire de bons livres et les mettre en avant, en partenariat avec les librairies. Donc, et aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui sont des outils très, très, très précieux à travers lesquels les éditeurs peuvent sensibiliser la population. Et je trouve que c'est un atout dont on ne le sait pas encore assez. Parce que, justement, les parents sont sur Internet. Les parents ne veulent pas que leurs enfants aillent sur Internet et ils y passent quand même beaucoup de temps. Si les éditeurs sont présents
et harcèle les adultes de contenu intéressant, c'est-à-dire des livres par exemple, je pense que ils peuvent commencer, si par exemple tu vas sur TikTok et que il y a une maison d'édition qui produit une belle vidéo pour mettre en avant un livre, tu auras plus tendance à vouloir l'acheter pour ton enfant. Donc, je pense que c'est ça. Il faut d'abord, en tant qu'éditeur, être passionné. Il faut concevoir, il faut avoir une vision claire, une ligne éditoriale précise, produire de bons livres, parce qu'on est des commerçants, ça c'est vraiment sérieux. Un éditeur, c'est un commerçant. C'est une personne qui produit des livres pour les vendre. Justement, c'est pour ça que les gens pensent que les livres sont chers. Ils préfèrent, avec la vie qui n'est pas aussi facile pour tout le monde, les gens trouvent qu'acheter un livre au lieu d'acheter à manger, c'est un peu difficile. Le choix est vite fait. Mais l'homme ne vit pas seulement du pain, comme l'a dit le sage. Alors, en parlant justement de finances, Abdoul, tu voudrais parler des défis financiers des actions de EAC, c'est ton association, ta plateforme. Non, je crois que le propos de Désiré, effectivement, nous donne vraiment l'occasion. Ah, ok, Désiré, ok, voilà, d'accord. D'aborder cela. Oui, parce que comme il a dit, effectivement, un éditeur, c'est une entreprise qui a en tout cas, comptabilisé, même si la vocation peut bien être sociale, parce que c'est sur la jeunesse, c'est sur la jeunesse. Donc, je crois que de façon globale, en tout cas, les actions d'éducation culturelle, artistique et culturelle que nous menons, le grand défi aussi, c'est aussi au niveau des finances. Parce qu'il se trouve en fait que pendant longtemps, les ressources que nous avons pu mobiliser quand même pour mener ces actions-là ne sont pas des ressources locales. Voilà, ou locales, on va dire. Voilà, c'est quand même des ressources mobilisées quelquefois en Europe et ailleurs. Donc, je crois que pourtant, ce n'est pas forcément ce qui est souhaité. Je crois qu'à ce niveau-là, c'est aussi justement peut-être davantage interpeller et dire que tant que nous avons en tout cas envie d'avoir une éducation qui est orientée par nos propres valeurs et donc qui n'est pas dictée justement par celui qui finance, je crois qu'effectivement, il va falloir que il y ait de plus en plus donc, de la ressource qui soit développée, qui soit en tout cas accessible du point de vue local. Je crois que nos structures arrivent quand même à tenir parce que quelque part il y a un fort engagement, et il y a une passion, il y a une responsabilité justement de transmettre ce que nous avons hérité. De manière en tout cas assez, à mon niveau c'est le cas, c'est parce que j'ai fortement hérité de cela que je me dois aussi justement de le transmettre aussi voilà, aux plus jeunes. Mais ça veut dire que même au niveau des spectacles, donc Idol Africa, qui ne sont pas forcément toujours orientés vers la petite enfance, je crois que le défi c'est ça. Et donc l'artiste, quand il crée justement pour un public et il cherche justement aussi à vendre ses œuvres. Et donc il n'a pas forcément pour ambition d'être un acteur d'éducation ou tout autre, même si c'est vrai qu'il a envie de passer un message à travers son œuvre, mais il n'a pas forcément pour cible la petite enfance. Et donc je crois que c'est pour ça que justement l'ensemble des actions que nous menons sont assez pertinentes et utiles. Et donc le défi au niveau des finances justement, c'est de réussir à mobiliser des ressources propres. Nous voulons continuer en tout cas à le faire. Mais voilà, donc je crois que quelque part, il faudrait quand même que justement ceux qui sont justement à la charge de l'éducation de nos enfants, de l'éducation des élèves et étudiants, comprennent davantage en tout cas l'intérêt, la nécessité justement de cette éducation artistique et culturelle.
Et c'est ton dernier mot parce que nous sommes à la dernière partie, la dernière ligne droite de notre panel. Vous avez vu notre débat de ce matin. Il a été très enrichissant et très intéressant. Si c'est ton dernier mot, je vais passer la parole à Uriel, sauf si tu as quelque chose à dire parce qu'après, tu ne pourras plus parler. Non, je voudrais simplement tout d'abord remercier nos cultures et pour remercier également, remercier l'association Nos Cultures pour cette occasion qui est donnée à la plateforme. Je précise que je ne suis pas de l'équipe dirigeante de la plateforme, je suis membre du conseil, mais voilà, en tout cas, je suis voilà, donc, une dédicace aussi justement à tous ces bénévoles qui participent justement à l'animation de notre plateforme. Merci beaucoup, Abdul. Alors, il y a une dernière question dans le chat. Je ne suis pas certaine qu'on pourra y répondre, mais on va essayer rapidement. Bonjour, chers débatteurs. Quelques questions pour vous. Est-ce que l'éducation artistique de la petite enfance peut démarrer dès le noyau familial? Si oui, quel mécanisme utiliser? Combien d'heures par jour peut-on réussir à intéresser un enfant sur sa culture artistique? Les livres jeunesse sont-ils accessibles à toutes les bourses, à toutes les bourses, surtout dans les milieux défavorisés? Désiré, je pense que cette question te revient, donc tu vas y répondre avec ton mot de fin. Ok, merci. Merci pour cet échange. Alors, je pense que j'ai déjà répondu en partie à cette question en disant que, en tout cas, pour ce qui est des livres, de la littérature, que ça doit commencer par la famille. J'ai dit qu'il fallait que les parents soient éduqués aujourd'hui à donner accès aux livres à leurs enfants. Alors, est-ce que les livres sont pour autant disponibles? Est-ce que les personnes défavorisées ont accès aux livres jeunesse? C'est un peu délicat, déjà parce que, comme je l'ai dit, les livres jeunesse, à raison même de leur conception, coûtent plus cher que les livres, peuvent coûter plus cher que les livres ordinaires, voilà, par exemple. Donc, c'est parfois difficile pour les parents, même s'ils en ont envie, de payer des livres, de payer des livres pour les enfants. Donc, mais il y a des possibilités. Par exemple, je pense que il y a actuellement des bibliothèques en ligne où il est plus facile, des bibliothèques numériques, je vais dire, sur lesquelles les prix des livres sont revus à la baisse. Même si je ne suis pas très porté sur le numérique pour la jeunesse, je pense que c'est une solution. Pour commencer, les parents peuvent adopter déjà des bibliothèques numériques partout en Afrique aujourd'hui. Les gens ont accès à Internet et comme il n'y a pas assez de librairies, assez de bibliothèques, c'est important c'est important de saisir l'opportunité qu'offrent les bibliothèques numériques. Mais s'il y a des bibliothèques dans votre ville, dans votre quartier, il faut déjà inscrire vos enfants. C'est gratuit. Et puis, généralement, ces bibliothèques ont des livres pour les enfants. Merci Désiré. Uriel, c'est toi, tu seras la dernière à intervenir dans notre live chat en répondant à la question si tu peux. Sinon, tu nous dis simplement au revoir et tu vas répondre dans le chat box tout à l'heure, même en message, pour que l'internaute puisse avoir la réponse à sa question. Alors, je pense que sa question, c'était l'éducation artistique à la maison, c'est ça? Oui, exact. C'est faisable pour les parents, ça dépend de la tranche d'âge. Elle a demandé à partir de combien d'heures? Ça dépend de la tranche d'âge. Pour les plus petits, donc moins de 1 an, moins de 2 ans, préconiser 30 à 40 minutes d'activité. Ça dépend, ça peut être du dessin, du coloriage, de la peinture, du collage. Avec les moyens de bord qu'on a, on peut tout faire avec du colorant alimentaire et des petites choses, des visites dans des espaces culturels, en général, c'est gratuit. Et pour les plus grands, de 4 à 10 ans, ça peut être 1 heure maximum, 1h30, mais 1 heure, c'est largement suffisant.
et toujours les mêmes activités. Donc, aller à un centre culturel, il y en a souvent dans les quartiers, ils n'ont pas beaucoup d'activités, mais il y en a, ils ont une bibliothèque, ils ont des expos, aller dans des musées, dans des galeries. Et en général, il y a quelqu'un sur place qui vous proposera de faire la visite. Et s'il est formé, il pourra proposer une activité à l'enfant. Donc, voilà. Ton mot de fin? C'est ton mot de fin? Oui, c'est mon mot de fin. Ok. Alors, je vais vous dire merci d'avoir bien voulu partager votre expérience, partager vos connaissances avec nous et avec tous les internautes et tous les abonnés de la plateforme Nos Cultures pour cette 17e session du Forum culturel. Au plaisir de vous revoir bientôt. Je vous souhaite bon vent dans vos activités, une bonne semaine, mais avant, un très bon week-end. Okay, au revoir à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Octobre, mois de la musique au Burkina Faso. Sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, vivez la 7e édition des RIMA du 17 au 19 octobre à Ouagadougou et du 25 au 26 octobre à Bobo-Dioulasso. 25 pays invités, 22 activités programmées, des professionnels d'Afrique et du monde convergent tous au pays des hommes intègres. 3 jours d'expo, 10 showcases, des panels, des formations, des B2B, 2 concerts géants à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Ne manquez pas ce rendez-vous de l'industrie musicale africaine au Burkina Faso. Remerciements. Nous prenons de l'altitude et posons un regard sans limite sur l'Afrique. Ceci est une façon idéale pour nous de rapprocher nos peuples, nos cultures en effaçant les frontières pour promouvoir les coopérations bilatérales, le tourisme et les affaires. En étendant nos ailes à travers le ciel africain, nous vous embarquons et vous acheminons en une journée sur notre réseau. La qualité des services, la fiabilité de notre programme de vol et notre professionnalisme sont des valeurs qui nous définissent. Nous, c'est Askai, the Pan-African Airlines. Ouais.